Eh bien, bonjour à vous. Aujourd'hui, nous allons continuer la saga Mao. C'est l'itinéraire extravagant de Mao Zedong à travers la longue marche, ça nous l'avons vu. Ensuite, le grand bond en avant, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Et puis, la prochaine fois, la révolution culturelle. Donc, nous sommes dans la deuxième période de cette saga, le deuxième épisode, le grand bond en avant. En 1949, rappelez-vous, Mao est à la tête de la Chine réunie. À part Taïwan, les 18 provinces sont sous le même drapeau, ce qui provoque un enthousiasme sans précédent auprès de la population. Et dans la foulée, Mao va lancer des réformes, en particulier dans les campagnes, et commence à développer le secteur industriel. Censé transformer la société chinoise par une modernisation intensive de l'économie, le grand bond en avant va provoquer une famine sans précédent dans l'histoire de l'humanité et fragiliser le pouvoir de Mao. Voici la chronologie. On commence donc au 1er octobre 1949 pour terminer en 1961 à la fin de ce grand bond en avant. Le 1er octobre 1949, le pays le plus peuplé de la planète va entrer dans une nouvelle ère. Tenant le pays d'une main de fer, appliquant l'idéologie communiste à la lettre, Mao rejette en bloc ce qu'il appelle, donc ce qui est appelé l'impérialisme occidental. Et durant les 20 années du pouvoir maoïste, les Chinois vont connaître des purges contre-révolutionnaires, vont connaître la famine et les grands projets révolutionnaires de l'État, comme le grand bond en avant, ou nous le verrons la prochaine fois, la révolution culturelle. Depuis la mort de Mao, Mao est mort en 1976, le régime communiste s'ouvre vers les autres pays et procède à des réformes économiques colossales. On en parlera légèrement pour le dernier cours, mais au début du XXIe siècle, la Chine s'est hissée parmi les premières économies mondiales dont le niveau de développement continue d'augmenter. Donc on est là, Mao, 1er octobre 1949, il cumule les fonctions de président du Parti communiste chinois, président du gouvernement, et depuis 1954, il va être président de la République. Quel est à ce moment-là le contexte économique et politique? La Chine a opéré une sorte d'institutionnalisation, je vais y arriver, du gouvernement révolutionnaire, donc à l'issue de les victoires sur les nationalistes en 1949. Et il y aura en 1954 l'adoption de la Constitution, donc une sorte des institutions qui va permettre la mise en place d'institutions permanentes. En 1956, la République populaire de Chine n'a que 7 ans d'âge, mais elle présente déjà un bilan mitigé. Le système politique chinois est caractérisé par la coexistence de 2 entités, le parti et l'État. Et là, comme je vous le disais tout à l'heure, Mao cumule les fonctions de président du parti et président de la République. Le parti, on va dire, définit la ligne générale que les différents organes de l'État vont traduire en décisions politiques. Alors, la politique du régime
elle est le fruit d'un difficile équilibre entre une direction idéologique qui est ultra-gauchiste, qui est radicale et qui souhaiterait que le parti se substitue à l'État et aux diverses administrations, justement dans l'application de ces directives et dans une direction bureaucratique. Cette direction bureaucratique, qu'est-ce qu'elle souhaite? Elle souhaite que l'État, en tant qu'appareil administratif, domine le parti. Ça veut dire qu'il faut posséder les deux entités. Il y a donc une tension permanente qui va se trouver là au sommet de l'appareil. Et cette tension, elle est prépondérante pour comprendre la vie politique chinoise jusqu'à la mort de Mao au moins, et elle va se manifester par comme un mouvement de balancier entre des élans radicaux et utopistes qui sont soutenus par les partisans de la prépondérance de l'idéologie sur toute autre considération et des retours à la normale. Ces retours, ils sont portés par les plus pragmatiques, hein, et c'est ce mouvement d'aller-retour, on va en parler, qui explique la défaite de Mao au 8e congrès du Parti communiste chinois et qui va entraîner indirectement le lancement, et vous allez comprendre ce qu'est ce lancement de la campagne des 100 fleurs. Voici, il va toujours y avoir un mouvement de fondation, on essaie de créer, mais ensuite de répression. Et vous avez là des photos de Mao Tse-tung qui proclame la République populaire de Chine à Pékin depuis la porte Tiananmen. Les campagnes politiques qui vont se succéder sont parfois violentes. République populaire de Chine. République Kongrenguo, Rennin, du peuple, Zhonghua, vous savez que ça veut dire déjà de Chine, hein, ce pays du milieu. La République du peuple de Chine, et dans la grande majorité, la population, elle était reconnaissante à Mao d'avoir mis un terme à la guerre, d'avoir stabilisé le pays et d'avoir engagé aussi sa reconstruction. On peut dire que le Parti communiste chinois et le peuple chinois ont fait cause commune à ce moment-là. Les phases. Les phases, on va voir ici que Mao contribuera au fil des différentes phases de l'histoire de la République populaire. La démocratie nouvelle, 1949-1953, il avait publié Mao un livre qui s'appelait La Nouvelle démocratie. Il l'avait publié en 1940, hein, donc il va essayer d'appliquer ça. Il va préconiser deux phases dans la révolution. La nouvelle démocratie, elle s'appuie sur l'alliance des classes sociales, c'est-à-dire la paysannerie, le prolétariat et aussi, au départ, la petite bourgeoisie, et l'élimination des éléments qui ne sont pas révolutionnaires. Et c'est cette nouvelle démocratie qui sera mise en place entre 49 et 53 lors de la reconstruction du pays. Alors une fois, on essaie de reconstruire donc le pays, et la seconde étape, elle va correspondre à l'instauration de l'État socialiste sur le modèle soviétique. On est là entre 1953 et 1956, imitation du modèle soviétique, avec l'adoption, pour imiter le modèle soviétique, d'un plan quinquennal de développement industriel et de collectivisation de l'agriculture par, vous le savez sans doute, cette constitution, la constitution de coopératives. On sait qu'il y avait à peu près 120 millions de familles paysannes qui y sont intégrées dans les années 1956. 1957, campagne des 100 fleurs, nous allons en parler, et puis le grand bond en avant, qui va durer jusqu'en 1961, et puis cette révolution culturelle dont nous parlerons la prochaine fois.
Donc voici la rééducation par le travail, Lao Jiao, Lao Gai, on dit, ou Lao Gai, je vous ai écrit. Il y a eu des campagnes entre 50 et 52, qu'on appelle des campagnes de terreur, parce que cette transformation politique de la société, elle s'effectue par le biais d'une répression féroce. Et lors de la réforme agraire du début des années 50, il y a des camps de rééducation qui sont ouverts afin d'y interner d'abord les propriétaires terriens, puis dans le cadre des mouvements que l'on dit anti-droitiers, enfin contre ceux que l'on situe à droite, qui seront déclenchés dans les centres urbains, il va y avoir une répression de milliers de citadins considérés comme révolutionnaires. Et la Chine maoïste aurait compté 1 millier de camps, les fameux laogai, de grande taille, auxquels s'ajoutent des centaines de centres de détention plus modestes. On en a déjà parlé, on en parle toujours de ces camps. Et voici, en 1951, Mao Zedong prône la rééducation des éléments déviants, par le travail. Le grand nombre de criminels emprisonnés qui attendent d'être jugés constitue une importante force de travail pour les rééduquer, résoudre le problème de l'encombrement des prisons et ne pas permettre que les contre-révolutionnaires emprisonnés soient nourris à ne rien faire. Il faut immédiatement instituer un système de rééducation par le travail. Je vous ai mis un documentaire Arte sur ces laogai, le goulag chinois, qui dure 52 minutes. Vous pouvez le regarder pour compléter mon propos. Je vous montre ici, le système du laogai est estimé donc à plus de 1000 camps à travers les différentes régions de la République populaire de Chine. On estime généralement à 10 millions le nombre de prisonniers et d'internés durant chaque année du règne de Mao, avec un taux de mortalité annuel d'au moins 10%. Donc voilà, vous voyez les lieux et vous les voyez aussi dans cette région, puisque c'est de celle-ci que l'on parle beaucoup, avec là, il y a 3 semaines, ça dure 16 minutes, chez les Ouïghours, nos preuves en images de la répression de la Chine, je vous montre aussi, donc vous regardez sur YouTube, et puis ça c'est celui dont je viens une autre que sur le sort des Ouïghours qui crée le scandale qui date donc de 2020. Je pense qu'il vaut mieux que vous regardiez tranquillement ces compléments. Donc je vous dis, la Chine aurait compté 1 millier de camps de grande taille auxquels s'ajoutent des centaines de centres de détention plus modestes. Une des nombreuses manifestations dans les années 1950 de militants apportant leur soutien au gouvernement communiste. Il faut voir qu'il y a ceux qui soutiennent, il y a aussi ceux qui sont mécontents. Et on va voir qu'il y a ce qu'on appelle à ce moment-là le premier bond en avant, c'est le petit bond, le grand bond il va venir après, et les conséquences politiques de ce premier bond dont je viens de vous parler, de ces répressions vont être importantes. Le pouvoir des cadres du parti sur la société, et notamment sur la société rurale, va se trouver étendu et renforcé par ce mouvement de coopérative. Et ils vont exercer, ces cadres, un contrôle direct sur la vie quotidienne des paysans. Alors, ajouté au contrôle étroit qu'il exerce depuis 1949 sur les villes et qui a été renforcé lors de l'achèvement de la socialisation économique des villes en 1955, quand les institutions vont pouvoir être créées, le parti dispose dorénavant d'un formidable pouvoir sur l'ensemble de la société chinoise. La défaite de Mao au 8e congrès du Parti communiste chinois et l'urgence de renouer le lien entre le parti et la population. Tous les 5 ans, il y a un congrès du Parti communiste, c'est vraiment la grande messe du régime. Et
En 1956, eh bien, cette réunion, ce congrès va marquer un revers pour Mao et ses idées politiques. Les principaux membres du régime, comme Deng Xiaoping, Zhou Enlai, Liu Shaoqi, je vais vous les montrer aussi tout à l'heure, sont favorables à une prudence. Et bien qu'il lui ait donné son aval, la mise en œuvre d'un socialisme plus graduel, pas à pas, est un véritable désaveu de Mao et de ses méthodes. Le Congrès insiste aussi sur le rôle dirigeant du parti, dont les statuts omettent désormais toute référence à la pensée de Mao. Les nominations effectuées confirment le déclin de son influence, à l'exception, celle-là je vous en reparlerai la prochaine fois aussi, de Lin Biao, qui est l'un de ses fervents partisans et qui va accéder à la 6e place de la hiérarchie. Parce que l'urgence est vraiment de renouer le lien entre le parti et la population. Il faut voir qu'en 1956, il y a un événement international important, la mort de Staline, et donc le début de la déstalinisation en URSS et les troubles qui vont s'en suivre en Pologne, en Hongrie, on s'en souvient tous. En février 1956, Nikita Khrouchtchev dévoile son fameux rapport secret. Il y fait, donc on est en 1956, c'est le 20e congrès du Parti communiste du RSS, et Nikita Khrouchtchev, il fait une critique très sévère de Staline et condamne en particulier les crimes commis au nom du communisme. Et cette déclaration, qui sera déclarée dans la presse américaine, qui sera publiée dans la presse américaine, provoque la stupeur du monde communiste, y compris naturellement des communistes chinois. Et la principale crainte des communistes chinois à ce moment-là est de voir les secousses qui agitent la sphère soviétique, et bien finalement de se répercuter sur le régime de Pékin, et qu'il y ait une sorte de parallèle qui soit fait entre Staline et Mao. Le parti chinois va donc opter pour une ligne intermédiaire. Le quotidien du peuple va publier des articles où Staline est présenté comme un grand combattant du marxisme-léninisme, mais également comme un homme qui a commis quelques erreurs dans ses politiques. Il y aura l'insurrection de Budapest à cette même année, à la suite du début de la déstalinisation, et tout ça va finalement vraiment convaincre les Chinois de l'urgence de renouer avec la population, alors que le malaise social persiste. Et les moyens d'y parvenir les divisent, parce que beaucoup sont opposés à l'idée de rectification, et cette espèce de libéralisation plus extrême prônée par Mao comme le moyen de renouer avec le peuple. Et ce sont vraiment les secousses de la Pologne et de la Hongrie qui ont incité certains à se ranger du côté de Mao. 1957, la campagne des Sans-Fleurs. Pour la première fois depuis 1949, Mao met en cause un parti dont il est le président. Après quelques hésitations, les critiques fusent de toutes parts contre le Parti communiste chinois, mais aussi contre Mao lui-même. Le mouvement, sorte de révolution culturelle avortée, est allé trop loin. Mao fait alors bloc avec le parti et prend la tête d'une campagne contre les droitistes. Près d'un demi-million de personnes se retrouvent dans des camps de rééducation. En 1953, il y avait eu la fin de la guerre de Corée et Mao avait été rassuré
par la fin de cette guerre qui écartait la menace d'un conflit avec l'Occident. Il décide de démocratiser le régime lors de la campagne des 100 fleurs. Donc, cette campagne, elle va être fin 1956-1957. Et il va, cependant, cette libéralisation de la parole va s'accompagner, puisqu'il demande, il demande donc à tous de dire ce qu'ils pensaient, à chacun de donner leur avis. Et là, on voit qu'il y a un flot de critiques contre le Parti communiste chinois et une contestation inédite de l'autorité de Mao au sein de l'appareil même du parti. Il va y avoir des experts économistes en particulier, qui s'inquiètent des mauvais résultats du collectivisme agricole réalisé, disent-ils, trop brutalement, trop inefficacement, et qui réclament plus de collégialité dans l'exercice du pouvoir. Et c'est cette remise en cause qui va pousser Mao à stopper le processus dit de démocratisation et à relancer la répression anti-droitière. En même temps, il va se rendre compte qu'il faut absolument s'éloigner du modèle stalinien, et parce que la situation des deux puissances, que ce soit la Chine et l'URSS, diverge trop nettement, autant sur le plan démographique. La Chine, en 1950, elle est 4 fois plus peuplée que l'URSS, et que sur le plan social, parce que là c'est le contraire, le niveau moyen de vie en URSS est 2 fois plus élevé qu'en Chine. Donc voici la campagne lancée par Mao Tse-tung en février 1957 avec le slogan « Que 100 fleurs s'épanouissent », c'est vraiment beau, que 100 écoles rivalisent, qui fait référence au Zhuangzi, c'est un ouvrage fondamental du taoïsme. Et Mao Zedong veut ainsi mobiliser le peuple mécontent des premiers excès de la bureaucratie chinoise. Et cette campagne, qui se fait par la voie de journaux ruraux, de manifestes, ébranle le parti et l'armée. Et au bout de 6 semaines, le régime semble remis en cause. Et les dirigeants du parti lancent aussitôt une campagne de rectification de style du travail. Et cela n'est qu'un retour au centralisme démocratique. L'administration, les milieux intellectuels connaissent les premières purges. On apprendra par la suite que cette campagne a fait des centaines de milliers de victimes. Le vent d'ouverture qui souffle sur le monde communiste donc atteint la Chine, et Mao va donc lancer cette campagne qui invite l'expression de nouvelles idées, mais on va voir un peu comment ça se passe. Et vous avez en 1900, donc durant la campagne des 100 fleurs, les intellectuels sont invités à s'exprimer, à critiquer le Parti communiste chinois, et un demi-million d'entre eux, les droitiers, seront ensuite envoyés dans les camps. Et la campagne des 100 fleurs est l'histoire d'une comédie qui va se muer en tragédie. Je vous conseille, tout à l'heure je vous les ai mis en fin de conférence en bibliographie, parce qu'ils sont en livre de poche, ils ne sont pas très chers, mais de Jean-Luc Domenach, une analyse très fine, très intelligente, et en plus avec le recul qu'il convient, je trouve que c'est intéressant, si la Chine vous intéresse, de vous replonger dans ces lectures. Donc on a l'objectif de Mao, il veut reprendre bien sûr l'initiative. Il va de nouveau forcer la main du Parti communiste chinois. Et c'est là qu'il y a une attitude qui pose des problèmes d'interprétation que l'on rencontrera aussi dans le lancement de la révolution culturelle. Tout ça, ça peut être analysé parce que certains hésitent sur la nature de ces objectifs. Mais sans aucun doute, le premier, c'est le pouvoir.
Mao va passer à l'offensive sur un terrain qui lui est favorable, alors que dans le domaine économique, son échec est tout à fait patent, enfin on le découvre. Il veut qu'il y ait de bonnes relations entre le parti avec la population. Donc il va se débrouiller habilement pour rallier les mécontents, pour affaiblir les dirigeants de l'appareil central, tous ceux qui l'ont désavoué au moment du 8e congrès. Ce n'est pas seulement une manœuvre, on se dit que Mao est aussi inquiet du malaise social qui sévit et que l'on retrouve donc dans les troubles de la Pologne et en Hongrie, qui sont les conséquences catastrophiques de la déstalinisation amorcée par Nikita Khrouchtchev. Voilà, je suis ici. Je recherchais les images, excusez-moi. Donc, le 27 février 1957, il lance cette campagne donc, des Sans-Fleurs, et c'était bien sûr pour essayer de se rapprocher des masses populaires, d'effacer certaines erreurs commises durant les premières étapes de la collectivisation par le Parti communiste chinois, mais elle est connue aussi, cette campagne des Sans-Fleurs, par un autre nom qui est le nom de campagne anti-droitière. Et que va-t-il se passer? Eh bien, une politique de dénonciation et de totalitarisme va être mise en place et va faire des milliers de victimes emprisonnées, déportées et même parfois exécutées. Ce mot d'ordre avait été lancé par Mao et invitait tous les intellectuels à dire ce qu'ils pensaient sans crainte de représailles. Vous voyez un peu cette espèce de perversité quand on tient absolument à garder le pouvoir, ça va très loin. Et une politique de dénonciation, donc de totalitarisme, est mise en place. Et vous avez ici une manifestation donc anti-droitière qui illustre ce que je viens de vous dire. Et dans ce livre, Que Sans-Fleurs s'épanouissent, je trouve que là, on est dans la poésie complète, là, eh bien, cet homme, Hua Xiongnu, c'est toute l'histoire qui raconte par un flashback justement toute cette histoire de cette période des 100 fleurs. Et même anéanti, dit-il, par le plus profond des désespoirs, l'homme ne peut se résoudre à quitter la vie. Est-ce la peur de l'inconnu ou l'espérance des jours meilleurs qui le retient? Peu importe, il continuera, qu'il soit bafoué, torturé, envers et contre tout, à vivre. C'est pour vous rappeler aussi cette espèce de force, d'instinct de vie que l'on peut retrouver même dans des conditions tout à fait atroces comme celles que certains ont pu connaître à ce moment-là, mais on le verra aussi la prochaine fois. Il y a là un livre aussi sorti qui est une compilation d'articles de Wikipédia. Donc, je vous ai aussi scanné ce livre, cette compilation qui peut être intéressant pour vous. Il va y avoir, c'est l'époque où il y aura aussi un dégel entre les États-Unis et la Russie, qui va remettre en cause la présence du socialisme. Le Staline était mort, donc tout à l'heure, je crois que je vous ai dit, j'ai fait un lapsus, en 1953, et le gouvernement chinois copiait le gouvernement soviétique. Et donc, avec l'arrivée de Nikita Khrouchtchev au pouvoir, Mao décide de s'écarter du modèle soviétique à partir de 1956, au moment où il y aura tous les problèmes en Hongrie et en Pologne, et car il considère Mao, Khrouchtchev lui-même, comme un mauvais communiste parce qu'il prend des mesures beaucoup trop libérales. Donc, on a ici, voilà. Et en 1959,
En plus, hein, c'est encore autre chose, mais les troupes chinoises répriment un soulèvement au Tibet dont le chef spirituel, le Dalai Lama, s'exile en Inde. Hein, c'est pour essayer de vous replacer les dates de ce monde-là. Donc, parallèlement, Mao prend acte des limites en matière de développement économique de l'alignement de la Chine sur le modèle stalinien. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la situation des deux puissances diverge trop nettement. En plus, dans le premier plan quinquennal qui avait été imposé à la Chine, il s'était rendu compte qu'il n'y avait pas assez de stock public pour nourrir la population urbaine qui était en forte croissance. Il y a 30% d'augmentation de population entre 1952 et 1956 et que ce plan quinquennal n'avait pas permis aussi de rembourser en nature les prêts soviétiques. La nécessité donc de marcher sur ces deux jambes. Et Mao va préconiser donc désormais une voie socialiste purement nationale. Cela va se passer par une hausse spectaculaire de la productivité agricole et industrielle. Voilà les deux jambes. L'agriculture, l'industrialisation, mais l'industrialisation, elle dépend de l'agriculture. Pour marcher sur ces deux jambes et pour qu'il y ait l'ouverture d'un programme de grands chantiers publics. Donc on a vu que Mao, sa politique était hostile à l'intelligentsia urbaine et aux experts qui avaient animé donc la campagne des Sans-Fleurs. Maintenant, il va souhaiter s'appuyer sur les cadres locaux du Parti communiste chinois et de la paysannerie par le biais de la mobilisation de masse. Et ça, c'est ce cadre que l'on va appeler, le cadre de ce mouvement qu'on va appeler le grand bond en avant en mai 1958. Et cette levée des masses va prendre la forme d'une véritable mobilisation générale militaire. Les paysans vont être enrégimentés par millions. Ils marchent ou ils travaillent au rythme des tambours, sous la bannière de drapeaux rouges, qui sont affectés alors aux grands travaux, je vous dis tout, d'irrigation, d'extension des domaines agricoles, de remembrement et d'assèchement de terre, de canalisation, de creusement de lacs artificiels, ou aussi carrément de construction de villes, de construction de routes, de construction de barrages gigantesques et de milliers d'usines. Il va falloir, on dit qu'il y a une formidable débauche d'énergie qui submerge la Chine. Mais en même temps, c'est l'une des caractéristiques du pays, une atmosphère d'abnégation, mais on dit d'abnégation fervente, d'activité frénétique. Je vous le montre ici, c'est le côté romantique de l'histoire. Mao Zedong dans un champ de céréales dans les années 50. Donc il va lancer ce grand bond en avant. J'ai essayé de vous expliquer donc le contexte de ce lancement, de ce mouvement nouveau. Il préconise donc une voie socialiste purement nationale et le grand bond en avant, c'est donc un programme de réforme qui a été mené par le Parti communiste de la République populaire de Chine et les dates de 1958 à 1961. C'est un mouvement promu par Mao Zedong et qui doit permettre d'accélérer le développement économique du pays en augmentant la productivité
de l'agriculture qui doit servir aussi à augmenter la productivité de l'industrie. En effet, le grand bond en avant était un appel au développement des forces productives sans subordination aux spécialistes, en utilisant l'expérience des masses afin de généraliser les solutions pratiques et faciles. Mais parce qu'il y avait deux dangers dans ce monde-là. Le premier danger était la tentation d'autoriser les entreprises capitalistes comme un outil du développement des forces productives. Et le second danger était la prise du pouvoir par les spécialistes et les cadres d'État, entraînant la destruction du parti. Alors, on va essayer de, vous le voyez, l'objectif de cette politique était de rattraper l'économie de la Grande-Bretagne en 15 ans. La Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, avait été choisi comme référence parce que le Royaume-Uni était à l'époque la troisième puissance économique mondiale. Et cette Chine, qui était principalement paysanne, connaissait un retard industriel important. Mao Zedong va donc opter pour une industrialisation à outrance, et bien sûr politique de grands travaux, mais en s'appuyant sur les campagnes où vit la majorité de la main-d'œuvre. Voici ici, donc, quand on voit, j'ai envie de dire l'empereur communiste, hein, ça c'est moi qui le dis. Alors, il y a eu bien sûr, et je vous l'ai déjà dit, des campagnes de terreur en 50, en 52, elles vont reprendre également là, après ce vaste mouvement de collectivisation. C'est un mouvement qui, bien sûr, va être, c'était tout ce qui était avant, c'est une sorte de répétition générale du grand bond en avant. Il y avait déjà eu échec du petit bond, et là, eh bien, ça va se poursuivre parce qu'on va intégrer tous les foyers paysans vont être intégrés dans des coopératives. Hein, il y a un mélange de mobilisation, il y aura des propagandes, il y aura des slogans, il y aura des réunions, et puis en même temps de coercition. Hein, les deux sont là parce que le régime réalise l'achèvement de la socialisation de l'économie urbaine et les artisans, eux aussi, sont regroupés en coopératives et l'État va placer sous sa tutelle les entreprises industrielles qu'il ne contrôlait pas encore. Il va signer à ce moment-là la disparition définitive de la bourgeoisie industrielle des villes. Mais loin des hausses de production extraordinaires qui étaient prévues dans le projet du plan agricole, hein, il y a eu un projet de 12 ans qui avait été donc adopté en 1956, et malgré cette mobilisation menée par le parti auprès des cadres et des paysans, eh bien, les ambitions tout à fait irréalistes, les méthodes incohérentes aussi du mouvement vont entraîner une récolte très médiocre. En plus, il y aura des calamités naturelles en 1956 qui vont s'abattre sur le pays et il y aura donc des famines qui vont déjà commencer dans les zones périphériques et la crédibilité du régime est durement atteinte et va justifier aussi un renversement politique. Je vous montre ici quelques photos de ce monde, vous voyez, c'est en partie avec le soutien des paysans que la révolution chinoise a eu lieu, mais le Parti communiste, en bon marxiste, voulait développer le prolétariat industriel. Mao a donc décidé d'utiliser les surplus agricoles pour financer l'industrialisation du pays. Il y a donc, vous le voyez ici, sur cette photo, je vous parlais de cette énergie farouche, hein, de cette ferveur, de ce zèle, hein, de tous ces pauvres paysans pour essayer de réussir.
ce grand bond en avant. Mao voulait mettre en place une économie décentralisée, auto-centrée dans les campagnes, donc sur la base de communes populaires. Il y aura 26 000 communes populaires qui vont être créées. Elles sont encadrées sur le plan politique et technique. Elles vont mêler industrie et agriculture. Alors, les paysans doivent aussi produire de l'acier. Le problème, il y a des petits hauts fourneaux qui sont construits à cet effet. Mais cet acier, eh bien, il se révèle de mauvaise qualité. Et dans chaque commune qui doit normalement être autosuffisante, le travail est organisé sur une base collective et ça ne fonctionne pas. Je vous le montre encore ici, vous voyez des paysans travaillant dans une rizière. Et c'est l'époque que l'on dit il ne faut pas dire, il ne faut rien dire, parce que c'est un monde entre les famines et l'absurdité des réformes de Mao qui provoquent des inégalités, des tensions dans les différentes castes de la population. Eh bien, on voit que ces premières réformes agraires n'ont absolument pas marché et qu'elles n'ont pas permis de développer le prolétariat industriel. Vous avez ici même l'Occident, les Russes en particulier, qui venaient aider. Vous voyez, qui venaient aider ces Chinois à fabriquer l'outillage et même les biens de consommation destinés à la paysannerie. Cela va renforcer l'influence de quelques cadres locaux qui vont décréter dans leur zone leurs propres objectifs. Si vous voulez, il n'y avait pas de lien. Chacun essayait, en dehors même de toute expertise, de faire marcher ces hauts fourneaux, par exemple, et ça je vous le dis parce que ça il y a eu des contrôles, il y avait par exemple la campagne de production d'acier à grande échelle n'a jamais pu se faire parce qu'il n'y avait aucune coordination. Voilà, ici, Mao qui va soutenir Voilà, ici, vous voyez ces petits hauts fourneaux qui se trouvent au milieu des campagnes. C'est juste pour regarder, vous donner quelques illustrations. Manger gratuitement, travailler dur. Il faut vous dire que les réserves étaient réquisitionnées, les instruments de cuisine confisqués, si bien que la nourriture était distribuée uniquement dans les cantines. Ça, c'est horrible, je trouve. Et là, vous avez donc la cantine à l'intérieur d'une commune populaire. Vous montrez ça, on dit c'est bien, bon, travailler dur, mais vous voyez, ils mangent. Mais tout était programmé, tout était réquisitionné. Enfin, ça ne correspond pas du tout à ma façon de penser, je vous le dis tout de suite. Donc, grâce, alors, à de bonnes récoltes, soi-disant, le bureau central va délivrer en 1958 des résultats encourageants, avec le doublement de la production agricole en une année. Ce bureau central, il soutient le mouvement en fixant des objectifs encore plus ambitieux pour 1959. Mais là encore, il y aura de mauvaises moissons, des conditions climatiques défavorables et une mobilisation excessive des paysans sur ce chantier du grand bond en avant qui vont les détourner du travail agricole. Et alors ça, un tel échec, c'est inavouable pour les cadres locaux. Ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas dire qu'il n'y a pas de bons résultats. Aussi, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, un grand nombre d'entre eux, pour garder leur place, pour aussi montrer que vraiment ces idées de Mao ont bien fonctionné, ils vont prendre l'habitude de truquer les chiffres. Et ces pratiques vont aussi induire en erreur le régime qui va être donc abusé par des fausses statistiques et qui va maintenir ses exigences, notamment au niveau des collectes des denrées, alors que dans les faits, la production agricole est en recul et les effets sur les campagnes sont catastrophiques. La pénurie alimentaire provoque une famine abominable.
Donc, Mao lance, c'est une synthèse de ce que je viens de vous raconter, le grand bond en avant. Ceci se passe par une hausse spectaculaire de la productivité agricole et industrielle, mais industrialisation et collectivisation à outrance provoquent une gigantesque famine pendant 3 ans, quelques 45 millions de morts dans les campagnes. La Grande Famine en Chine est une période de l'histoire de la République populaire de Chine de 1959 à 1961, caractérisée par une famine généralisée en Chine continentale. Et avant 1981, le gouvernement chinois l'appelait officiellement 3 années de catastrophes naturelles. On cachait derrière les catastrophes naturelles. Et depuis juin 1981, le gouvernement chinois a officiellement changé le nom en 3 ans de difficultés. Donc, le nombre estimé, je vous ai dit 45 millions, il y en a entre 15 et 55 millions. Regardez ça. Et dès le début des années 1959, les cadres du Parti communiste chinois prennent conscience du désastre à venir et appellent à une suspension du grand bond en avant. Mao va s'y résoudre et la question va être débattue à Lushan au mois de juillet, lors d'une réunion des dirigeants du Parti communiste chinois. Le maréchal Peng Duai est l'un des plus prestigieux chefs de l'armée populaire de libération. Il est le ministre en défense de la défense en exercice. Il est membre du Politburo et il expose la situation alarmante des zones rurales. Mais Mao va interpréter ses critiques du grand bond en avant comme une attaque personnelle contre son autorité. Il va donc durcir ses positions, il va limoger le fameux Peng Duai, il va engager une nouvelle campagne anti-droitière tout en relançant le programme de développement. Et on va ici, Mao et Peng Dehuai dans le Yan'an. Ce Peng Dehuai qui était donc ministre de la Défense, et son opposition à Mao lui vaut d'être arrêté et torturé, ça on le verra après, la prochaine fois, pendant la révolution culturelle. Il était un personnage important avec Zhu De au moment de la guerre contre les Japonais. Il avait commandé de nombreuses opérations. Voici encore. Le Peng Duai, il a la réputation d'un homme aux propos francs et directs. On dit qu'en 1956, il s'étonnait auprès d'un dirigeant soviétique qui s'appelle Mikoyan, qui était venu en Chine, que le Parti communiste soviétique ait attendu si longtemps pour critiquer Staline. Staline était mort depuis 3 ans. Et Mikoyan lui explique que la moindre critique signifie la mort par son auteur. Et on dit que Peng Dehuai réplique « Mais quelle sorte de communiste est-ce là qui craint la mort ?» Et il était issu, nous dit-on, d'une famille de paysans pauvres, et il est toujours resté très sensible au sort misérable de la paysannerie, et il avait donc, il est demeuré un critique virulent des privilèges de ce qu'il appelait l'élite maoïste. Voici ici la conférence de Lushan, qui est donc une conférence d'une session plénière du comité central du Parti communiste chinois. Il va y avoir donc une discussion informelle, dit-on, dans cette conférence sur le grand bond en avant. Elle s'est tenue, je ne l'ai pas mis, oui, du 2 juillet, normalement au 16 août, elle a duré un peu plus longtemps. Là, on est donc dans un lieu de séjour sur le mont Lu, donc dans le district de Lushan, la province de Jiangxi, dans le sud-est, dans le sud-est de la Chine. Alors, le Peng Dehuai, qui était alors donc ministre de la Défense, va écrire une lettre privée à Mao dans laquelle il critique certains aspects du grand bond en avant. Il mentionne des rapports qui
les rapports qui exagèrent justement la production céréalière, les repas communaux là, imposés, et aussi la mise en place de milices communales qui minent, dit-il, ces milices communales, elles minent la réputation de l'armée populaire de libération. Et là, Mao va prolonger, une fois qu'il a lu la lettre, il va prolonger la conférence de 10 jours. Il va montrer à la fin la lettre à ses camarades, leur demande d'exprimer leur opinion. Il critique bien sûr sévèrement Peng Dehuai, affirme qu'il fait partie d'un groupe qui hésite, hein, et aussitôt connu le point de vue de Mao, ben, les cadres du régime se rallient à lui. Et on a ici un discours, nous dit-on, qui s'est passé là de Mao et qui était très passionné et belliqueux. Voici Lin Biao, qui est lui qui va mener à l'instigation de Mao une attaque frontale contre Peng. Celui-là, je vous en reparle la prochaine fois. Donc un bilan effroyable. La plupart des historiens s'accordent pour décrire le grand bond en avant comme une catastrophe effroyable. Les estimations sur le nombre de victimes diffèrent cependant. La sinologue française Marie-Claire Bergère parle de 15 millions de morts. Son confrère américain John King Fairbanks évoque entre 20 et 30 millions de morts. Les historiens chinois Yang Jushen et Yu Xiguan avancent des statistiques encore plus impressionnantes. 36 millions de victimes pour le premier jusqu'à 55 millions de morts pour le second, soit un total comparable aux pertes totales de la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est qu'en 1960 que le régime prend réellement conscience de la gravité de la situation. Alors que la chute des industries légères et lourdes et celle de la production agricole plonge l'économie donc dans le rouge, les informations sur la situation des campagnes où les paysans meurent de faim se répandent dans les villes. Les villes, elles, qui n'avaient jamais cessé d'être approvisionnées. Et la réalité commence dès lors à être connue de l'extérieur. Le grand bond en avant va être stoppé en 1961. Son bilan est donc effroyable. Et pour le résorber, les autorités vont procéder au renvoi forcé de 14 millions de ruraux vers les campagnes. Mais il y aura en même temps un contrôle plus étroit des populations urbaines afin de les réguler. On va recenser, on va rationner, hein, mais on va renvoyer donc des pauvres bougres, j'allais dire, dans les campagnes, étant donné le bilan catastrophique de la production agricole. On dit que plus de 100 millions de Chinois avaient participé à cet effort qui s'était achevé en fiasco. Il n'y avait pas d'encadrement de techniciens spécialisés. La production, je vous parlais de l'acier parce que la production était médiocre. L'acier produit était les 3/4 du temps inutilisable. Donc cette expérience du grand bond, qui est une catastrophe humaine, c'est un désastre économique, aussi bien sur le plan de l'industrie que sur le plan de l'agriculture. Les résultats escomptés ne sont pas en rendez-vous. Les récoltes pourrissent dans les champs, hein, ou sont déficitaires. Et les cadres locaux, par peur, ont toujours continué à donner au Parti communiste des chiffres falsifiés de cette production agricole. Liu Shaoqi, Mao Zedong, et on va voir un peu ce qui va se passer justement avec Liu Shaoqi. Liu Shaoqi, c'est lui qui va finalement s'opposer à sa manière à Mao Zedong,
à l'issue de la catastrophe du Grand Bond en avant. On verra plus tard qu'il sera renversé et qu'il sera arrêté lors de la révolution culturelle, mais là, il va prendre le pouvoir et on a ici également la montée de Deng Xiaoping, on les voit ici avec Mao Zedong, hein, il va faire donc ce sont ces hommes hein, qui vont, il y avait donc deux lignes à côté de celle de Mao, il y avait deux lignes, il y avait celle de Mao et de l'autre, il y avait celle de Liu Shaoqi et de Deng Xiaoping. Et l'affrontement était inévitable. Et Mao Zedong va, on le verra la prochaine fois, appeler à la grande révolution culturelle prolétarienne. Dans les années 50, hein, Liu et Deng ont soutenu Mao Zedong, mais à ce moment-là, l'échec économique du Grand Bond en avant va provoquer la critique de la capacité de gestion économique de Mao. Mao interprète ces critiques du Grand Bond en avant comme une attaque personnelle hein, contre son autorité. Affaibli, Mao doit partager le pouvoir avec les réformistes et c'est là, hein, ça sera la montée en puissance hein, de cette attaque personnelle contre son autorité qui va faire que la prochaine fois, je vous parlerai de la révolution culturelle. Voici ici, il y avait une alliance, rappelez-vous, entre Mao et Staline qui était fondée à l'époque, hein, on est en 50, 49, sur l'hostilité commune vis-à-vis des États-Unis. Mais Staline, on sait, au moment de la Seconde Guerre mondiale, Staline avait pressé Mao de s'allier avec Chiang Kai-shek pour combattre le Japon. Mais une fois la paix venue, les soviétiques avaient conseillé à Mao de ne pas tenter un coup d'État, mais de négocier avec Chiang. Chiang avait même obtenu en 1945 un traité d'amitié et d'alliance avec l'URSS. Et Staline va d'ailleurs toujours soutenir Chiang, hein, le nationaliste, hein, jusqu'à ce que sa défaite soit certaine. Parce qu'il n'avait pas du tout envie de voir s'installer sur le flanc sud-est de l'URSS un puissant État socialiste. Et la Russie, hein, qu'elle soit soviétique ou non, elle garde toujours une méfiance instinctive de tout ce qui vient de l'Est. Le souvenir de Gengis Khan est toujours présent hein, dans l'inconscient. C'est intéressant. Et dans cet esprit, Khrouchtchev va refuser d'accorder à la Chine l'assistance nécessaire à la construction d'armes nucléaires. Et parce que l'URSS entend garder seule la maîtrise du mouvement communiste international, quoi qu'en pensent les Chinois. Et Khrouchtchev dit que Staline s'est toujours montré critique à l'égard de Mao, qu'il surnommait, dit-on, le communiste de margarine. Bon, il va y avoir, donc je vous ai dit, cette mort de Staline et il y aura ici une rupture petit à petit sino-soviétique et c'est le grand bond en avant qui va accélérer la rupture entre les deux géants socialistes. Jusqu'alors, la Chine était restée sous l'influence de l'URSS, hein, qui était la patrie de la révolution de 1917. Mao va se rendre à Moscou pour assister aux grandioses cérémonies organisées en 1957. Et malgré la politique de déstalinisation engagée par Nikita Khrouchtchev, le leader chinois avait loué à l'époque l'amitié entre la Chine et le monde soviétique, l'amitié sino-soviétique. Il était reparti à Pékin avec un accord
de coopération technologique qui comprenait l'envoi de 10 000 conseillers russes et la promesse de la construction de la bombe atomique chinoise. Mais déjà là, les ferments de mésentente étaient présents, parce que la Chine aspirait à suivre sa propre voie nationale vers le socialisme, et comme Khrouchtchev ne s'était pas privé de critiquer lors de deux visites officielles en Chine en 58 et 59 le grand bond en avant, eh bien, le premier secrétaire, Mao, n'appréciait guère l'idéalisme révolutionnaire et parce que Khrouchtchev, qu'est-ce qu'il avait? Il craignait bien sûr le bellicisme de Mao contre la Chine nationaliste. Ce bellicisme s'était quand même manifesté, on va en parler tout à l'heure, en 1958, dans la deuxième bataille de Taïwan, la crise du détroit de Taïwan. Les nationalistes sont à Taïwan, et voilà la seconde crise de Taïwan qui débute le 23 août 1958. Mais la seconde crise de Taïwan, elle va commencer lorsque l'artillerie de l'armée populaire de libération, c'est-à-dire l'armée de Mao, commence à bombarder les îles qui se trouvent là dans le détroit. Et 24 heures après que le président des États-Unis, Eisenhower, ait proposé à Nikita Khrouchtchev le premier sommet soviéto-américain de la guerre froide. Donc, il va y avoir ce conflit se terminera par un cessez-le-feu entre les belligérants, mais les bombardements continuèrent de façon intermittente pendant plus d'une décennie, en vous rappelant que les États-Unis vont venir aider la Chine nationaliste. Voici ici Khrouchtchev et Mao, donc avant le début officiel des bisbilles sino-soviétiques. Voici encore. On parle bien sûr de responsabilité personnelle de Mao. Il porte une responsabilité écrasante dans la catastrophe du grand bond en avant. Cependant, il conserve la main haute sur le Parti communiste chinois dont il est toujours président. Il va s'évertuer à recouvrer l'ensemble du pouvoir et surtout, il veut l'exercer seul. Et au début des années 60, l'autorité de Mao dans le parti et l'autorité du parti dans la société sont toutes deux très diminuées. En même temps, les tensions sociales se font toujours sentir et même s'avivent. Et le conflit sino-soviétique va venir s'ajouter à la crise, ce conflit sino-soviétique qui va s'aggraver rapidement à partir de 1958. Moscou va retirer ses experts de Chine, Moscou va s'entendre avec Londres, avec Washington, pour signer un traité sur des essais nucléaires qui excluent la Chine. Et aux yeux de la direction maoïste, l'URSS est en passe de devenir l'ennemi principal au lieu et place des États-Unis. La révolution culturelle donc de 1966 à 1976, Mao sera écarté après le grand bond, mais il va lancer cette révolution culturelle dont on parlera la prochaine fois pour reprendre le pouvoir avec l'aide des gardes rouges, des jeunes communistes fanatisés. Ce chaos, cette guerre civile vont faire encore de 1 à 2 millions de morts. Les écoles, les universités seront fermées. L'armée rétablit l'ordre, mais en 1976, Mao va décéder. Donc ça, c'est quelque chose que je vous ai laissé si vous le regardez. J'ai tout repris. En 1949, c'est pour faire un petit bilan. Vainqueur de la sanglante guerre civile contre les nationalistes, Mao proclame sur la place Tiananmen la naissance de la République populaire de Chine.
De 47 à 52, le mouvement de réforme agraire qui vise à briser les liens sociaux traditionnels coûte la vie à environ 2 millions de propriétaires terriens. La Grande Terreur de 1950 fait autant de victimes parmi les contre-révolutionnaires. 1957, mis en difficulté par la déstalinisation en URSS, Mao lance la campagne des 100 fleurs pour se remettre en selle, mais c'est une explosion sociale qu'il déclenche. Un demi-million d'intellectuels qui s'étaient permis de le critiquer seront envoyés au goulag. 1958-1962, Mao décrète le grand bond en avant, censé catapulter la Chine au niveau du Royaume-Uni. Les paysans réduits en esclavage triment sur de grands projets. Les céréales sont réquisitionnées pour permettre l'achat d'équipements industriels. Il en résulte un chaos généralisé et un effondrement total de l'économie. Les famines de 1958 à 1962 entraînent au moins 45 millions de morts. 1966, après l'échec cinglant du Grand Bond, Mao déchaîne des millions de gardes rouges fanatisés contre ses rivaux. C'est la révolution culturelle, on en parlera, dont le but est de détruire tout vestige de la société traditionnelle. 2 millions de personnes y laissent la vie. En 1976, mort de Mao, fin de la révolution et des tueries, Deng Xiaoping instaure un capitalisme autoritaire sans déboulonner Mao qui trône toujours dans son mausolée sur la place Tiananmen. Je vous disais qu'en fin de propos, je vous conseillais ces 2 livres de Jean-Luc Doménac, Comprendre la Chine d'aujourd'hui. C'est bien écrit, c'est facilement compréhensible, et puis c'est en livre de poche, on peut. Donc la Chine, celle d'hier comme d'aujourd'hui, est le laboratoire de Jean-Luc Doménac. Depuis 5 ans, il a pu y travailler à ciel ouvert en arpentant les rues de Pékin ou celles de Shanghai, en multipliant les rencontres avec l'homme de la rue, le chef d'entreprise, l'intellectuel ou le responsable politique. Le sinologue de réputation internationale s'est transformé en chroniqueur du quotidien, en explorateur des arcanes du pouvoir local, en ethnologue d'une société beaucoup moins exotique que nous l'imaginons. Mais l'érudit et l'expert en relations internationales pointent toujours les contradictions d'une Chine qui aspire à la grandeur, s'en donne les moyens par un travail forcené et doute du présent. On s'attend à lire des choses vues, on découvre le film le plus exact, autant que saisissant, d'une renaissance douloureuse. Je vous conseille, puisqu'on est toujours en période de confinement et on ne sait pas encore ce qu'on va faire. Et celui-ci aussi, La Chine m'inquiète, de Jean-Luc Doménac. Lors de sa parution, cette radiographie pertinente et sans concession de la Chine avait détonné, alors que chacun célébrait la reconnaissance mondiale obtenue par un géant économique sur le point d'accueillir la planète pour ses Jeux olympiques. Aujourd'hui, le doute n'est plus de mise. La Chine se trouve bien à une heure de vérité de son histoire. Touchée par la crise mondiale qui met des millions de travailleurs au chômage et en contraint autant à retourner dans les campagnes, elle dispose d'une puissance industrielle et financière qui la place en position d'accéder à un leadership mondial, un co-leadership mondial. Puissance militaire et diplomatique, il faut cependant inventer des relations apaisées avec ses voisins comme l'Europe et les États-Unis. La Chine est dans un entre-deux que l'analyse minutieuse de Jean-Luc Doménac nourrit d'un long séjour dans le pays rend à la fois explicite et instructif. Alors, je vous lis ce que dit l'expansion. Ce livre se dévore car il nous permet de comprendre un peu mieux l'humeur d'un peuple complexe. Et bien voilà, et nous poursuivrons cette histoire la prochaine fois, à mon avis plutôt en boîte, comme aujourd'hui, mais j'étais contente malgré tout, de pouvoir partager avec vous ces moments, même si malheureusement nous ne pouvons pas nous retrouver, mais espérons qu'avec tous les efforts qu'on nous demande à faire ou qu'on va nous demander,
ben, nous pourrons retrouver une vie un peu plus normale. C'est-à-dire, comme j'aimais bien dire, que le normal, hein, ne soit plus l'anormal, hein, puisque en ce moment, tout ce qui était pour nous normal semble tout à fait anormal. Alors, on va espérer qu'on enlèvera le A de anormal bientôt. Je vous souhaite ben, une bonne conférence, de bonnes lectures. Heureusement que nous pouvons encore nous échapper un petit peu par tous ces moments culturels. Je vous souhaite de bons moments encore et je vous retrouve la prochaine fois pour poursuivre cette période tout à fait difficile que la Chine a vécue. Au revoir à vous.